Le 31 décembre, on est tous partis, on a pris l'avion. Donc lui, on était tous à Roissy. Lui, il est parti à Pointe-à-Pitre et nous, on est revenus ici. Je ne me pensais pas capable de faire ça, en fait. Mais l'envie était telle que, hop. Après, on leur a bien expliqué, qu'on était tous les deux, on l'avait choisi de faire ça. Vous allez avoir la possibilité d'apprendre l'anglais. Papa, il sera toujours là. Enfin, il viendra vous voir. Vous pouvez le joindre quand vous voulez. Alors moi, j'ai ma voisine d'en face en France, qui me dit mais en fait, vous divorcez, il va se trouver quelqu'un d'autre. Peut-on laisser partir l'autre par amour ? Partir vivre à l'étranger tout en étant en couple, on l'a souvent entendu dans French Expat. Dans la plupart des cas, l'un des deux conjoints trouve un emploi et ensemble les amoureux font le grand saut. Ou encore, ensemble, ils plaquent tout et cherchent par tous les moyens à réinventer leur vie, leur nouvelle vie, loin de tout ce qu'ils connaissent. Mais alors que se passe-t-il quand l'un des conjoints, Virginie ici, rêve de partir vivre à l'étranger, mais que son mari, lui, n'est pas mobile ? Eh bien, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Virginie Morisset rencontre son mari en plein été à Berkeley en Californie il y a un peu plus de 10 ans. Les tourtereaux rentrent s'installer dans le centre de la France et deviennent les heureux parents de 2 petites filles aujourd'hui âgées de 10 et 12 ans. Si Virginie est professeure de français et rêve de repartir vivre sa vie aux États-Unis, son mari, magistrat, lui, ne peut exercer sa profession ailleurs qu'en France. Cela aurait pu être la fin de leur histoire d'amour, ou encore même de ce projet d'expatriation. Mais ce serait bien mal connaître le couple, puisqu'il y a 1 an et demi, Virginie a traversé l'Atlantique afin de s'installer en banlieue de Washington DC avec ses 2 filles, loin, mais avec le soutien de son mari. Je suis Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Moi, c'est Virginie, donc je viens de Bourges, du centre de la France, et je parle depuis Bethesda, donc c'est juste à côté de Washington, où je travaille au lycée français à la French International School Rochambeau de Bethesda. Je me présenterai comme une professeure de français qui a choisi l'expatriation par curiosité et puis par affection aussi pour les États-Unis et qui a eu envie, post-Covid, de changer du tout au tout avec le soutien de mon mari. Tenter l'expérience, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver parce que depuis 1 an et demi, on vit des choses assez extraordinaires avec les filles ici et voilà. Cela fait donc 18 mois que Virginie et ses filles vivent aux États-Unis. 18 mois au cours desquels elles semblent s'être énormément épanouies. Une vie qu'elles aiment, une vie à 3. Pourtant, ils étaient bien 4 en France. Et oui, Virginie et son mari ont fait le choix de se séparer pour cette expatriation, de se séparer uniquement géographiquement, pour mieux se retrouver. Alors comment en arrive-t-on à prendre ce genre de décision en tant que couple ? À quoi ressemblait la vie de Virginie et de sa famille il y a de ça 2 ans, avant le départ ? Alors il y a 2 ans, j'habitais dans ma petite ville. On n'habitait pas à Bourges même, on habitait à Châteauroux, donc c'est à côté. C'est à 1 heure de route. Mais moi je travaillais à Châteauroux, dans un collège de REP+. Une petite vie de petite ville de province assez classique où je circulais avec mon vélo, je faisais tout à pied, il y avait un périmètre assez restreint, bien intégré, avec une petite vie tranquille et puis après le Covid est venu s'inviter dans la partie et finalement on s'est dit que là fallait faire quelque chose pour changer un peu de ce quotidien. C'était un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en tant que prof, on n'était pas vraiment préparé
à être en confinement, à se retrouver dans l'enseignement à distance. On s'est trouvé un peu démunis avec les enfants à la maison H24. Moi, je pense que c'est une situation que plein de gens autour de moi et autour de nous même ont vécu et voilà, et l'idée d'avoir un peu cette chape au-dessus de nous et puis de se dire que il faut prendre une décision. On peut pas rester. On s'est rendu compte qu'on pouvait être bloqué, complètement bloqué chez soi, ne plus pouvoir voyager, ne plus pouvoir rien faire, et que finalement de prendre cette décision de partir, c'est aussi une revanche entre guillemets sur ce quotidien qui pouvait être un peu pesant entre les cours, essayer de gérer les cours, les enfants. Donc, étant étudiante, j'avais postulé pour travailler en camp YMCA. Donc, je m'étais retrouvée en camp YMCA dans le New Hampshire 2 étés de suite. Et ça s'était vraiment très bien passé. J'en avais gardé un très bon souvenir. Et ensuite, à la fac, alors moi j'étais à la fac de Bordeaux. Et à la fac de Bordeaux, ils ont un partenariat avec le centre de Californie, donc c'est-à-dire les universités Californie, donc Berkeley, Los Angeles et San Diego. Et la possibilité d'aller faire une summer session à l'université. C'était sympa avec logé, nourri, on avait juste le billet d'avion. Voilà, et je me suis retrouvée donc à passer 3 mois à Berkeley et de rencontrer mon mari là-bas. Mon mari français là-bas. Et ça a toujours été le souhait de revenir aux États-Unis. Et lui, alors par son métier, c'est pas possible pour lui, mais pour moi, avec tout le réseau des enseignants, des établissements français dans le monde entier, on peut aisément aller un peu partout, en fait. Donc, de fil en aiguille, j'ai une collègue qui est partie aux États-Unis 1 an avant moi. En plein milieu du Covid, elle a eu toutes les peines du monde, avec l'administration américaine. Je pense qu'elle a eu la pire expat possible, en fait, avec tout l'administratif à gérer avec le Covid. Ça a été très compliqué pour elle, mais elle était extrêmement contente de sa décision et puis de son expérience. Et donc, elle m'a peu à peu convaincue et on s'est dit, bah oui, pourquoi pas nous, en fait. Virginie le disait à l'instant, depuis qu'elle a rencontré son mari en Californie à Berkeley, qui lui est depuis devenu magistrat en France, les États-Unis, ça a toujours été un projet de famille. Sauf que vous l'avez entendu, aujourd'hui elle vit seule avec ses 2 filles aux États-Unis. Alors quand elle dit que c'est un projet pour eux, pour qui exactement ? Toute la famille, puisqu'en fait, toute la famille était, sans le soutien de mon mari, je serais jamais partie, je pense. Mais lui, il m'a dit, c'est une super opportunité pour les filles, c'est une super opportunité pour toi. Moi, je reste en France. Mais voilà, de se dire que y a cette possibilité-là et... Ça arrive en fait dans ton champ des possibles grâce à ta collègue où tu te dis, waouh, peut-être qu'en fait, il y a peut-être moyen d'aller tenter une petite aventure aux États-Unis. Tout de suite, tu dis que tu partiras avec tes filles ? Oui, tout de suite, en fait, parmi les critères qui nous ont fait aussi partir, c'est la possibilité pour elles d'être en immersion, parce qu'elles sont pas du tout dans mon établissement, elles sont à l'école américaine, parce que je pense que d'un point de vue culturel, d'un point de vue apprentissage de la langue, d'un point de vue, elles ont 10 et 12. Donc je me dis c'est parfait, c'est l'âge où elles sont encore flexibles pour les apprentissages, pour l'adaptation. Donc voilà. Donc du coup, ta collègue te convainc de te renseigner un petit peu. Avec ton mari, vous vous dites c'est carrément une opportunité chouette, mais ton mari, lui, tout de suite, en fait, il se dit qu'il va pas pouvoir venir. Enfin, son métier est pas facile à exporter, c'est ça ? Ouais, voilà. En fait, il peut pas être juge aux États-Unis parce que le système est tellement différent du système français que pour lui, c'est impossible. Mais voilà, il se dit, je vais venir vous voir tous les 2 mois. C'est donc grâce au soutien de son mari et à l'inspiration de sa collègue que Virginie se met à la recherche d'un emploi aux États-Unis, un emploi forcément donc dans l'éducation. Du coup, je demande des lettres de recommandation, je fais mon CV, parce que dans l'éducation nationale, on n'a pas besoin en fait de faire son CV ou il faut apprendre à se vendre. Et le réseau des lycées français ne fait pas partie officiellement de l'éducation nationale ? Enfin, tu peux pas être muté, quoi. Tu dois candidater ? Non, tu dois candidater. En fait, tu as différents postes. Tu as les postes d'expatriés. Donc, c'est des postes avec vocation de formation. Donc, c'est des collègues qui sont sur des mi-temps et qui forment
les collègues de la zone, par exemple de la zone Amérique du Nord. Moi, je suis allée en stage, notre formateur en français, en lettres modernes, il est à Montréal. Et donc, j'ai été faire un stage de 3 jours à Montréal, quand on part en stage en formation. Donc ça, c'est les statuts d'expat. Et la plupart des collègues, surtout en zone Amérique du Nord, en fait, les établissements sont homologués, donc c'est-à-dire qu'ils suivent les programmes de l'éducation nationale, mais ils ont aucun lien avec le système des mutations, etc. Donc moi, j'ai pris une disponibilité. Donc je suis en disponibilité de l'éducation nationale pour être en contrat local ici. Et donc du coup, tu prépares ta candidature, tu sais tout de suite que ce sera les États-Unis ? Ah oui, de toute façon, j'avais ciblé, ce serait les États-Unis et pas ailleurs. Et t'as candidaté dans plusieurs endroits ? Ouais, donc après j'ai postulé, j'ai eu des entretiens à New York, dans 2 établissements, et puis l'entretien à Rochambeau, The French International School à Bethesda. Et puis à New York, ils m'ont fait clairement comprendre que financièrement ça allait être chaud. Enfin, parce que le coût de la vie, etc. Sans conjoint. Voilà. Et puis à Washington aussi, ils me l'ont dit, parce que c'est quand même une zone qui est hyper chère là où on est. C'est vraiment. Mais en même temps, je me suis dit là je dis oui en fait, parce que il m'a fait peur. Les précédents, j'avais eu peur, et puis là je me suis dit non, il faut que tu fonces, même si à la rigueur tu utiliseras ton bas de laine. Si tu as besoin d'avoir un peu de ressources, mais voilà, je pouvais pas passer à côté de cette opportunité-là. De cette opportunité qui te faisait clairement rêver. Ouais, complètement. Et il s'est passé combien de temps entre le moment où tu te dis on va y aller et je sais pas, le jour où tu as l'offre officielle, et puis après quand vous arrivez aux US ? J'ai commencé à postuler en décembre 2021 et j'avais le premier entretien en février 2022, ensuite un deuxième entretien en mars 2022, et puis à l'issue de l'entretien, le chef d'établissement me dit vous avez 48 heures pour me donner votre réponse définitive. J'étais là, c'est rapide. D'accord, 48 heures. Donc 48 heures où tu te dis alors est-ce que je fais pas. Enfin, il y a un côté saut dans le vide un peu. Complètement. Et puis vers l'inconnu. Et c'est quelque chose. Je me pensais pas capable de faire ça en fait. Mais l'envie était telle que voilà. Et donc après, j'ai eu ma réponse le 1er avril en me disant que c'est bon, ma candidature était acceptée. Et puis après, ça en est suivi toute la procédure pour le visa, pour administrative, tout ce qui était administratif à gérer, sachant que c'était pas, comment dirais-je, de manière aussi prononcée que certains collègues qui quittent tout. Nous, on avait gardé la maison, mon mari était encore en France, donc c'était un demi-départ. Et puis après, on est arrivé dès l'obtention du visa, là, dès que mon passeport est revenu avec le visa, parce qu'en plus on était encore j'avais dû demander une demande accélérée de visa, parce qu'on était encore dans la période où si on prenait un rendez-vous en ligne, on l'avait pour le mois de mars l'année d'après. Donc j'avais fait ma procédure accélérée et je m'étais retrouvée à avoir rendez-vous à l'ambassade. C'était un peu stressant parce que j'avais eu rendez-vous à l'ambassade le 16 août. Et en fait, la rentrée des nouveaux devait avoir lieu le 17 août. Donc là, j'étais là, je pourrais pas y aller. Donc en fait, j'ai même pas fait la rentrée avec tous mes collègues qui sont arrivés la même année que moi, puisque ayant eu mon visa, je sais plus, j'ai dû l'avoir le 18 ou le 19, on a pris l'avion le 20, et le 20 au soir, on était ici. Comment est-ce que tu as annoncé ça à tes filles ? Parce que ça fait beaucoup de changements. Vous allez partir vivre à l'étranger, elles vont aller dans une école américaine, et papa va pas venir. Voilà, je leur ai dit simplement, écoutez, on a pris la décision de tous les deux avec papa de vivre cette aventure, de vous faire vivre cette aventure, parce que je pense que c'est une chance. Moi, je leur ai dit, mais moi, j'aurais adoré. Moi, j'avais des parents enseignants, mais qui n'ont jamais bougé, et je me dis, j'aurais adoré à leur âge pouvoir avoir la possibilité d'aller découvrir le monde, d'aller à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue. J'aurais adoré pouvoir faire ça. Et et elles l'ont très bien pris. La petite plus facilement que la grande, mais parce que je pense que
C'est un âge aussi où quand on a, là, elle avait 10 ans. C'est un âge où on est plus attaché à son environnement, à ses amis, etc. Pour elle, c'était un peu plus difficile, mais après, je les ai retrouvées remarquables dans leur adaptation parce qu'elles sont arrivées avec leur anglais niveau français, enfin niveau éducation nationale, donc mais avec un niveau très faible. Et elles se sont retrouvées parachutées dans un environnement totalement anglophone et elles s'en sont sorties, mais vraiment très aisément. J'étais vraiment impressionnée en fait de leur capacité à s'adapter et à absorber en fait tout l'anglais qu'on pouvait leur donner. Et vraiment, ça m'a bluffée. Comment tu les as préparés ? Alors, on faisait des jeux, un petit peu, des jeux d'anglais. Alors, pour un peu travailler sur le vocabulaire de base, j'avais acheté des petites activités à faire en anglais. Et puis après, voilà, on a regardé un petit peu comment se déroulait le système américain, comment ça se passait. Et puis en même temps, on a fait les inscriptions on est dans le Maryland et dans le Montgomery County. Donc, on a regardé comment ça se déroulait, on a regardé des reportages sur comment ça se passe à l'école américaine. Est-ce que c'est comme à l'école française ? Non. Qu'est-ce que tu vois comme différence ? Qu'est-ce qui te paraît bien ? Qu'est-ce qui te paraît vraiment différent ? Tu vas te dire oh là là, c'est bizarre. Et puis après, le personnel, il est tellement adorable ici. Enfin, les gens, les enseignants, les counselors, enfin tout le monde est hyper bienveillant, hyper à l'écoute, ce qui fait que ça les a aidés aussi, à bien s'intégrer et voilà. Les filles, elles n'ont pas eu de questions en fait par rapport à ça, par rapport au fait que papa venait pas. Il faut réussir à rester en contact. Je dis régulièrement, outre le petit FaceTime dominical. Comment est-ce qu'il y a eu en fait des questions, des inquiétudes au début, et puis finalement comment est-ce que ça se passe justement cette relation père-fille? Après, on leur a bien expliqué, que c'était une décision unilatérale, que on était tous les deux. On l'avait choisi de faire ça et de leur expliquer aussi les aboutissants en leur disant vous allez avoir la possibilité d'apprendre l'anglais. Papa, il sera toujours là. Enfin, il viendra vous voir. Vous pouvez le joindre quand vous voulez. Et puis déjà en France, en fait, on était un petit peu à distance parce qu'il travaillait dans une autre ville. Donc il y avait déjà en germe en fait le trio maman et fille. Donc pour elle, ça a été assez souple. Après, c'est juste, le week-end, elle voyait pas papa. Mais on a essayé de manager ça le mieux possible. Voilà, en leur expliquant vraiment avant que c'était un choix qui allait leur apporter beaucoup. J'allais te demander justement, est-ce que vous avez mis... donc il y a la préparation, donc tout à fait ouverte. Et puis comme tu dis, c'était pas non plus finalement une vie complètement nouvelle, peut-être pour tes filles. La vie à l'étranger, si, mais sans papa tous les jours, non. Est-ce que vous avez mis en place, des traditions ? Est-ce que, vous essayez de dîner ensemble ? Enfin, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que tu... Je sais pas si cultiver est le bon mot, tu vois, la relation en fait au quotidien, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à faire partie du quotidien en étant si loin avec, vous avez 6 heures de décalage horaire ? Ouais. C'est vrai que, en général, moi, je l'appelais quand je finissais, quand je finis les cours, donc à 3h30. Les filles finissaient à 3h30 aussi, donc on prenait un temps où, on était en FaceTime et tous les jours, en fait, un moment où on se retrouvait ensemble. Et puis, il y a aussi le fait que ma grande ait eu un téléphone portable, ce qui fait que, en fait, elle peut joindre son papa quand elle veut, et elle n'hésite pas à le faire, à l'appeler pour échanger avec lui. Voilà. Vous l'avez compris, le mari de Virginie n'est pas très mobile de par sa carrière. Sauf que, il y a quelques mois, il a fait la surprise à Virginie et à leur fille en leur annonçant qu'il était muté dans les Caraïbes français. Toujours en France donc, mais avec plus qu'1 heure de décalage horaire. Un rapprochement, l'envie d'être plus proche de sa famille ou encore l'envie de lui aussi vivre son aventure.
comme il a suivi toute notre expatriation à Troyes et que il s'est dit que voilà, on avait eu notre part d'exotisme, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, l'idée de pouvoir être à l'étranger, de vivre une autre expérience. Et il s'est dit bah oui, enfin moi je vais aussi tenter ma chance de ce côté-là et vivre aussi une expérience nouvelle, quelque chose de totalement dépaysant. Donc en fait, là en octobre, donc il est venu nous voir et il a postulé sur un poste en Guadeloupe et il a eu la réponse. Non, il a postulé en septembre. Et il a eu la réponse en octobre quand il est venu nous voir et il nous a dit bah voilà, ça y est, je pars en Guadeloupe en janvier. Ah waouh, super rapide. Ouais, très rapide. Et donc toi, tu savais qu'il avait candidaté ou c'était une surprise du coup quand il vous a dit bon bah surprise. Moi, je savais qu'il avait envie, mais je savais pas s'il était prêt à franchir le pas. Le 31 décembre cette année, on est tous partis, fin de l'année dernière. On est tous partis, on a pris l'avion. Donc lui, on était tous à Roissy. Lui, il est parti à Pointe-à-Pitre et nous, on est revenus ici. Et voilà. Et alors cette fois, vous n'êtes pas allé l'installer tout de suite? Non, c'est ça, non, comme non. lui, il avait fait pour vous. Voilà, non, parce que on était dans le rythme scolaire, mais on y va cet été. Donc on va y aller 3 semaines, donc on aura le temps de voir un petit peu comment ça se passe pour lui en Guadeloupe. Les liaisons sont un peu difficiles parce qu'il t'es obligé de faire Pointe-à-Pitre, Miami, Washington. Et finalement, ça revient à peu près au même temps que quand on traverse l'Atlantique en vol direct. Donc, ça se fait pas facilement sur un week-end. Non, ou alors de se retrouver à Miami. Là, on a prévu se retrouver à Miami au mois d'avril. Alors les filles devaient être ravies que papa se rapproche. Ah bah oui, elles sont super contentes et elles ont qu'une seule envie là maintenant, c'est d'aller en Guadeloupe. Au soleil. Voilà, la plage. Elles connaissent la Guadeloupe, elles ont une idée un peu de pas du où tout. il est. D'accord. Pas du tout, ça va être voilà. Mais je pense qu'elles se font un peu une image d'Épinal de la Guadeloupe avec la plage, le soleil. Donc écoute, on verra. Parce qu'après, l'idée, ce serait qu'on aille le rejoindre au moins 1 an. Après cette expérience américaine, qui, je pense, va encore durer 1 an et demi. D'accord. Parce que donc, toi, tu as un contrat à durée spécifiée, limité? En fait, ça dépend de mon visa. Donc, moi, je suis sous H1B, ce qui fait que là, j'ai 3 ans. Après, je peux renouveler une fois encore 3 ans, mais je peux aller jusqu'à 6 ans. Mais voilà, l'idée, nous, de faire 3 ans. Ce serait déjà un bon départ et puis après de revenir un petit peu dans le système français pour les filles et après d'aviser peut-être qu'on ira ailleurs, on reviendra aux États-Unis, on ne sait pas. Il n'y a pas de plan encore hyper spécifique. Non, on se laisse porter. C'est peut-être bête, c'est peut-être naïf comme question, mais justement, quand vous allez vous retrouver là dans 1 an et demi, si vous allez, toi et tes filles, vous installer en Guadeloupe, comme ça fait du coup déjà quelques années, puisque vous étiez... ça se dit encore, célibataire géographique, pendant quelques années avant votre départ aux États-Unis? Ouais, je pense qu'on peut, oui. Il y a rester en contact, il y a passer des super moments ensemble quand on se voit, mais il y a aussi finalement réintégrer le quotidien tous ensemble. C'est pas un truc, tu sais pas quoi, comment ça se prépare ça? Ah non, ça j'en ai aucune idée. Je sais vraiment pas comment ça se prépare et puis je sais même pas si ça peut vraiment se préparer en fait. De dire parce que chacun aura vécu son expérience, sera plus riche, voilà, de ce qu'il aura vécu. Et non, j'avoue ne pas y penser en fait. Je me dis, ça se fera naturellement, comme ça s'est fait naturellement pour partir. Et voilà, je pars de ce principe-là. Donc l'année dernière, il est venu nous voir tous les 2 mois, où on est rentré à Noël. Enfin voilà, on a pu quand même se voir assez fréquemment. Puis il faut savoir qu'il avait pris vraiment tout son bloc de vacances au tout début de notre installation pour être avec nous pendant 1 mois et demi. Et je pense que c'était important aussi pour lui de voir où on allait vivre, ce qui allait se passer, voilà, l'installation. Ce qui fait que quand je lui parlais de choses, il savait exactement à quoi je faisais référence parce qu'il l'avait vécu, parce qu'il était là. Donc voilà, on a fait toute l'année dernière comme ça. Et puis on est même rentré plus tôt. On est rentré en juillet pour voyager, pour visiter les États-Unis parce qu'il y a tellement de choses à voir.
donc là à distance plus depuis 1 an et demi, puisque vous n'êtes pas dans le même pays et pas complètement sur le même fuseau horaire, même si c'est un petit peu mieux depuis quelques mois. Vous avez créé des moments de famille aussi pour vous retrouver tous les jours, après l'école, etc. Et comment est-ce qu'en fait on se recrée des moments de couple ? Parce que aussi j'imagine que quand il vient ou quand vous rentrez, c'est faire des trucs en famille, on se retrouve tous ensemble. Comment est-ce qu'on arrive à trouver des moments peut-être juste à deux, ou je sais pas si c'est des moments, c'est des activités, si c'est en parlant de certaines choses ? Alors on arrive aisément en fait, c'est-à-dire que la plupart du temps quand il vient, l'école américaine fait qu'il y a très peu de vacances pour les enfants. Et que du coup on se dégage quand même du temps libre sur les journées parce qu'il vient sur mon temps de vacances ou l'année dernière la plupart il était souvent là sur le temps de vacances, donc ce qui fait qu'il y avait un temps où alors c'est pas terrible mais on faisait rater l'école aux filles pour partir en vacances, et un temps après où finalement on était tous les deux et on faisait des activités tous les deux. De se dire on va aller visiter, je l'ai pas encore fait, la librairie du Congrès. Bon allez hop, on y va tous les deux. Où on se dit un soir on va au resto, hop, on y va tous les deux. On trouve quelqu'un qui garde les filles. Et puis on essaie vraiment de se ménager aussi des temps où on est entre adultes et pas seulement le bloc familial. Voilà, et c'est nécessaire parce que sinon il y a plus de notion de couple, il y a notion de famille, mais c'est tout. Je crois qu'il y a quelqu'un qui t'appelle. Tu réponds pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? Oui. C'est bon. Voilà, c'est bon. T'es très populaire. C'est-à-dire aussi, c'est un des inconvénients. C'est-à-dire que comme je suis aussi la seule figure familiale en fait référente, parfois ça peut être un peu pesant. Ouais. Parce que on est à l'étranger, je suis le seul membre de la famille qui est là avec les filles. Et c'est vrai que par exemple la grande, moi, elle l'a verbalisé plusieurs fois en me disant mais maman, mais si t'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait nous ? Ah ouais, elle se pose la question, c'est dingue. Ouais, elle se pose la question parce qu'en fait elle se rend compte que je suis l'adulte qui est avec elle ici, et que s'il se passe quelque chose pour moi, qu'est-ce qui se passe pour elle ? Et tu leur réponds quoi alors dans ces cas-là ? Alors voilà, je leur ai dit oui, ça peut arriver, mais en même temps on est entouré d'une communauté francophone qui est hyper soudée. Enfin moi je vois mes collègues, je sais que je peux compter sur des collègues qui sont maintenant des amis, et je sais qu'ils seront là pour mes filles. Et alors justement cette communauté, le fait en fait d'arriver dans un lycée français international de ta ville, j'imagine que ça t'a permis en fait aussi peut-être de créer un réseau rapidement. Comment ça s'est passé pour toi, l'intégration, se faire des amis, même introduire en fait tes filles dans cette communauté-là puisqu'elles vont pas dans ces écoles-là? Je suis d'un naturel assez sociable, donc j'ai pu assez facilement lier connaissance avec des collègues qui sont devenus des amis. Après, j'ai joué aussi la carte, comme j'étais à l'école américaine, de participer à beaucoup d'activités au sein de l'école américaine pour rencontrer des parents, pour élargir en fait le champ et pas aussi rester se restreindre à la communauté francophone, parce qu'il y a aussi ce côté, cet écueil qui peut être celui de la vie d'expat, c'est-à-dire que finalement on reste entre soi et on est un peu bloqué dans, par exemple, la découverte de l'autre ou l'échange, ne serait-ce que parler anglais. On peut très bien finalement vivre ici avec 3 mots d'anglais, mais je me dis qu'on passe à côté aussi de tout un tas de personnes qu'on aurait pu rencontrer. Alors moi, tu vois, c'est très dans mon établissement, par exemple, on a des profs d'anglais qui sont des Américains et on a le reste des profs qui sont français. Et il y a une scission. Alors tu sais pas pourquoi, mais finalement t'as les profs américains d'un côté et t'as les profs français de l'autre. Et finalement le passage de l'un à l'autre se fait pas naturellement. Alors pourtant ce sont des profs américains francophones pour la plupart, donc qui parlent, mais il y a quelque chose qui passe pas en fait entre les deux et qui fait que c'est très divisé.
Et je trouve que c'est dommage. Alors moi j'essaie d'aller vers l'autre, vers ce qui demande un effort aussi, parce que quand t'es entre Français, tu sais que voilà, t'as les mêmes références, t'as la même langue, la langue commune qui est rassurante et qui finalement voilà, tu restes dans ta zone de confort. Mais je trouve qu'après tu passes à côté d'une partie de l'expatriation. Voilà, par exemple, un exemple tout simple. Dans mon établissement, il y avait une chorale. Donc il y a une chorale, c'est le chœur des personnels, des anciens personnels, des retraités, une chorale francophone. Moi, je chante. En fait, en France, je chantais et me suis dit bon, alors qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? Est-ce que je vais dans cette chorale où finalement, je vais parler français ou je vais auditionner pour un chœur à Washington? Moi, je me suis dit, je vais auditionner pour un chœur à Washington, histoire d'avoir une expérience en totale immersion, d'une expérience de chœur avec que des natifs, ou même pas forcément natifs, mais que dans l'anglais, où finalement je vais avoir une autre façon d'aborder le chant choral à l'américaine. Et voilà, et j'ai fait ce choix-là parce que je pense aussi que c'est important de mener un peu ces petits efforts d'intégration au sein d'une communauté pour laquelle c'est pas naturel en fait. Et alors du coup, t'as été prise? Oui. Raconte alors comment ça se passe. Voilà, en fait, nous quand on veut chanter, alors à moins d'être dans des chœurs hyper high level en France, t'as pas besoin d'auditionner, tu viens, tu chantes. Là, t'as aussi des chœurs comme ça, mais donc là, voilà, je me suis retrouvée dans une Presbyterian Church, à aller auditionner, à voir d'être dans mes petits souliers là, et puis de me dire j'espère que je vais comprendre tout ce qu'on va me dire. Et puis voilà, puis après de voir que ici il y a un côté tellement positif. Enfin, moi je trouve que globalement il y a du positif à prendre dans la façon d'être des Américains. Et que ils sont très encourageants et je trouve que pour quelqu'un comme moi ça me booste en fait d'avoir des gens comme ça qui vont pas être dans ouais c'est bien mais il y a toujours mieux, voilà, qui est très français, hein, ça c'est. Donc du coup, ouais, cette positivité dans le cœur, et puis j'imagine que tu sais aussi une immersion culturelle au sens où, enfin, tu découvres, je sais pas, genre les chœurs de Noël. Enfin, c'est une institution aux États-Unis. J'ai jamais vu ça en France. Ouais, tout ça en fait. Moi, je suis super fan de. Enfin, si tu veux, quand j'étais étudiante, je regardais tous les films américains classiques. Toutes les chansons, les carols, les Christmas carols et tout, je connais tout quoi. Et d'être ici et de pouvoir le faire, enfin c'est vraiment top pour moi. À Washington, il y a un groupe de conversation de femmes franco-américaines. Et donc, elles se réunissent tous les vendredis entre 10h et midi. Mais bon, alors c'est pas un horaire pour les actifs, hein. Clairement, puis c'est pas c'est des dames d'un certain âge et tout. Et là, j'étais en vacances, donc je me suis dit, ce matin, je les reçois à la maison. Et c'était tellement chouette, en fait. Le principe, c'est que les Françaises parlent anglais et les Américaines parlent français. Et en fait, on a un topic à chaque réunion, il y a un topic. Et là, le topic du jour, c'était comment avez-vous rencontré votre conjoint ? Et donc, en fait, on échange, on se raconte nos petites histoires, on apprend et je trouve que ça aussi, c'est élargir la communauté, se dire que voilà, on prend du temps pour faire quelque chose, pour échanger, et on apprend et on grandit comme ça. J'allais te demander ce choix en fait de vie que vous avez fait pour votre famille, donc cette décision que vous avez prise, décision commune quoi, toi et ton mari. Est-ce que ça a été difficile à expliquer, je sais pas, à des proches, que ce soit famille, amis? Est-ce que tout le monde a compris en fait votre démarche, votre projet? Alors clairement non, hein, parce que je pense que c'est aussi un projet qui est hors sentier battu. Et que les gens ils se disent mais attends là, tu vas être là-bas, lui il va être là et vous allez être éloignés. Alors moi j'ai ma voisine d'en face en France qui me dit mais en fait
vous divorcez, il va se trouver quelqu'un d'autre. C'est là. Mais non, en fait, c'est pas nécessaire. Ouais, voilà. On peut se faire Et donc, confiance. c'est vrai que ça, voilà, c'est ça. Et ça a suscité une vraie incompréhension chez beaucoup de gens, et en particulier, par exemple, chez mes parents. Mes parents, ils ont pas compris. Et puis, c'est parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui lui ont dit « Mais c'est super, c'est vachement bien, c'est courageux. » Et leurs amis proches qui leur ont dit ça, que ma mère, finalement, elle a dit « Ah oui, en fait, c'est bien. » Et vous avez essayé de faire un peu, d'expliquer un petit peu, ou au contraire, vous êtes c'est bon, j'ai pas à me justifier, c'est notre projet, et puis c'est comme ça. Ouais. On a expliqué, oui, en fait, on a dit, voilà, ben ça y est, Virginie a été prise à l'étranger, voilà, elle va partir avec les filles. Et puis après, on a peut-être vu juste la partie émergée de l'iceberg et on n'a pas, eu toutes les informations. Mais globalement, les gens étaient plutôt réceptifs, et même ça a suscité des envies aussi chez certaines de mes collègues. En fait, là j'ai une copine, elle me dit oui. Alors eux seraient partir totalement en famille, mais là, elle me dit, je suis en train de faire de la remise à niveau en anglais. Là, en fait, je pense que j'irais bien postuler, j'irais bien... et voilà, et finalement, de se dire que c'est possible et qu'il y en a d'autres qui l'ont fait et que ça s'est bien passé. Après, je pense que je suis tellement optimiste par rapport à tout ce qui m'arrive, que je suis tellement contente d'être là, que je pense que je le transmets aussi dans ce que je raconte, de ce que je vis ici. Que voilà, les gens ils se disent ah oui, c'est l'Eldorado, c'est bien sûr, parce que j'ai une tendance moi à voir toujours le côté positif et de me dire que le jour par exemple il y avait ma fille qui faisait ses lacets devant la Maison Blanche, et puis il y a une copine qui me dit qui dit à ma fille, qui dit mais là tu te rends compte que toi tu as de la chance, tu fais tes lacets devant la Maison Blanche. Et il n'y a pas beaucoup d'enfants, en fait, qui font ça. Et c'est vrai que des petites piqûres de rappel, de se dire, voilà, il y a une chance d'être ici. Et même si parfois, on a un problème avec la voiture, on a un truc qui... C'est rien, quoi. Mais c'est agréable, des gens aussi positifs, c'est super, ça fait du bien. Ah oui, voilà. Mais je pense que c'est l'esprit américain qui déteint. Ouais, t'étais pas comme ça en France ? Mais si, j'étais un peu comme ça, mais là, d'autant plus, en fait. Je pense que... Ouais. Ouais, je pense que ça a un peu accentué ce côté positif. Et puis je suis quelqu'un de très curieux, donc je suis tellement curieuse que dès que je peux faire un truc, je le fais. On se balade beaucoup, on essaie on essaie d'aller d'aller au musée, d'aller faire de la rando, d'aller j'ai un peu la bougeotte, ce qui fait que parfois ça fatigue un peu mes filles, mais en même temps je me dis on est là pour un temps déterminé et que il faut, comme dirait ma copine Tissa, eat the world. Mais en même temps, c'est ça aussi. C'est comme tu dis, vous êtes parti avec le projet d'être là pour 3 ans, donc tu as une date d'expiration finalement sur cette aventure. Et donc, c'est essayer d'en tirer tout ce que le monde a à vous offrir en fait pendant cette parenthèse un peu de vie finalement. Tout à fait. Je voulais juste parler en fait de la charge mentale et de cette figure parentale en fait, comme tu dis, sur place quoi, au quotidien physique finalement. Est-ce que tu as trouvé, tu disais, tu t'es intégré dans différentes communautés locales, est-ce que tu as trouvé justement un peu de support aussi, de soutien parce que être au quotidien, alors forcément c'est pas des enfants de 3 ans, mais quand même les enfants ont besoin de leurs parents et d'être la figure numéro 1 en fait sur place, j'imagine que ça peut être aussi un peu épuisant parfois. Je sais pas comment est-ce que tu t'organises, comment est-ce que tu arrives justement à te garder du temps pour toi malgré la distance, et est-ce que c'est cette communauté locale justement qui t'a permis de le rendre possible ? Alors tout à fait. Donc là par exemple, je suis allée à Nashville pendant 3 jours. J'ai laissé mes filles ici. Parce que en fait j'ai une super collègue qui était ma collègue en France, justement celle qui m'a donné envie de venir ici, qui est venue garder mes filles pendant 3 jours, parce qu'elle avait pas de vacances, donc elle était là le soir pour les filles, pour les devoirs, la petite routine du soir, et ça pendant 2 nuits, hein, c'était pas non plus mais voilà, je lui suis c'est super d'avoir pu partir 3 jours et d'avoir pu prendre cette bouffée d'air frais pour être
d'autant plus disponible. Hein. C'est ce que quand je suis partie, j'ai expliqué aux filles. J'ai dit, je ne vous abandonne pas. En fait, c'est que parfois, en tant que maman, j'ai besoin un peu de respirer, de prendre un petit peu d'air ailleurs, et qu'il y avait cette possibilité-là qui se présentait. Et puis, ça s'est très bien passé. T'as bientôt fini? Oui. Mais passe l'aspirateur, vas-y. Voilà. Et voilà, donc c'est un peu... Mais après, les filles ici aussi, ce qu'elles ont appris, en fait, du fait d'être la seule figure parentale, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que moi, le matin, je m'occupe pas d'elles. C'est-à-dire, je les lève, elles s'habillent toutes seules, et après, elles vont à l'école toutes seules. Le soir, elles rentrent toutes seules de l'école. Elles sont très autonomes de ce point de vue-là. Enfin, et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas fait en France, c'est-à-dire les laisser être aussi autonomes, parce qu'ici, dans le quartier, c'est vraiment Wisteria Lane, quoi. Enfin, il y a les petites maisons, les petites, tout est le rêve tout est américain. propré, tu sais. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la banlieue chic. Où finalement il y a très peu de risques, et elles vivent vraiment leur vie totalement en autonomie au quotidien. Alors après, je suis là le soir, moi je finis soit à 3h30, soit à 5h30, ça dépend des soirs, mais en général après je suis à la maison. Et puis il y a des journées où finalement j'ai pas cours, donc à ce moment-là j'ai mes temps pour moi, et voilà, ça fait du bien aussi. Tu vois, là, voilà, ça fait 1 an et demi que vous êtes partis. Est-ce que tu referais tout pareil? Ouais, je referais tout pareil. Parce que ça a été vraiment... je trouve que ça s'est fait vraiment ça a été... J'allais dire, je vais prendre un mot anglais, tu vois, j'allais dire ça a été smooth. Parce que c'est vraiment ça, tout s'est bien passé, ça a été... Il n'y a pas eu de heurts, j'ai pas eu de gros pépins, de choses qui finalement... j'ai pas eu de bâton dans les roues. On est arrivé, le Covid était déjà un peu derrière, donc il y avait plein de choses qui étaient beaucoup plus simples. Non, vraiment, je changerais rien du tout. Et est-ce que, je sais pas, il y a un conseil que tu saurais chuchoter à l'oreille de la Virginie d'il y a peut-être 2 ans du coup, qui se préparait, qui commençait à envisager ce projet, un peu fou pour certains et tout à fait naturel pour toi finalement? Voilà. Non, mais je dirais vas-y, parce qu'il y a eu des moments de doute où je me dis là il faut... alors là, je quitte mon petit confort, mon vélo, mon machin... mon petit établissement dans lequel j'étais depuis 5 ans, les filles quittent leur école, et vraiment, moi, ce que je lui dirais, c'est ça va bien se passer, et de la rassurer par rapport à ça, pour que les nuits d'insomnie n'aient pas lieu. Il y a quand même eu des nuits d'insomnie. Non, mais tu me rassures, parce que moi, j'ai l'impression que tu y es allée en disant, vas-y, c'est parti. Forcément, parce que c'est pas aisé de tout quitter comme ça, mais de la rassurer en lui disant que elle a fait un bon choix, et qu'elle va voir, c'est super. S'il y a des gens comme ça, qui hésitent, qui se posent la question, est-ce que, je sais pas, il y a une petite phrase, un petit conseil, un petit mot que tu pourrais leur dire pour les aider finalement à prendre cette décision, que ce soit de rester ou de partir d'ailleurs, mais pour les aider peut-être à y voir un peu plus clair? Je leur dirais de suivre leurs envies, en fait, et de se dire que ça va paraître un peu cliché, mais en fait, on n'a qu'une seule vie, et que si on a envie de quelque chose, moi c'est un peu mon motto, c'est-à-dire que si j'ai envie de quelque chose, je mets tout en œuvre pour y arriver. Et si vraiment mon souhait c'est de partir ou de rester, j'y vais. Si par exemple, c'est sûr qu'il y a tout, c'est-à-dire que c'est un saut dans le vide, mais c'est un saut dans le vide qui en vaut la peine, et qu'il faut vraiment écouter ses envies. Et de le faire. Tu penses que s'il n'y avait pas eu la pandémie, tu serais aux États-Unis aujourd'hui? Pas sûr. Ah ouais? Pas sûr. Ouais, pas sûr, je sais pas. Et c'est surtout, je pense, si j'avais pas eu ma collègue aussi, pas sûr non plus, en fait. Ouais. D'avoir eu ce modèle. De voir que ça pouvait marcher? Exactement.
Comme quoi, c'est important de partager nos histoires de vie à l'étranger. Ça montre aux autres que c'est possible. C'est ça, hein, mais vraiment, je pense qu'il y a des modèles comme ça où on se dit, ouais, enfin là, c'est possible, je peux... si elle l'a fait, je peux le faire. Et puis aussi de se découvrir des ressources qu'on n'estimait pas forcément avoir. Des choses où on se serait dit, ah non, mais moi, jamais j'aurais fait ça avant. Enfin, j'aurais été un peu timide ou ne pas oser le faire parce que j'aurais eu peur de déranger. Et je sais pas si c'est le fait d'être à l'étranger aussi, mais d'être plus audacieuse, d'oser davantage faire des choses. T'as réussi à te surprendre toi-même. Exactement, mais de voir que en fait mes limites n'étaient pas là où je me les fixais. Et en fait, c'est en poussant les limites qu'on se rend compte qu'elles sont pas là où on pense. Exactement. Mais il faut oser les pousser, il faut oser se dire, allez hop, là, je saute par-dessus la barrière et j'y vais. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Virginie pour ce chouette moment passé ensemble et un grand merci à ces filles que vous allez entendre après cette conclusion qui ont bien animé notre conversation. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous savez à quel point votre fidélité compte pour moi et pour nous. Alors merci du fond du cœur. Si vous avez encore quelques minutes et l'envie de nous aider à progresser, à faire connaître le podcast auprès d'autres auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à vous rendre sur Spotify, Castbox ou encore Apple Podcast pour y laisser 5 étoiles et un petit mot. Vous pouvez nous parler de votre épisode préféré, de ce que vous aimeriez entendre ou encore de comment vous nous avez découvert. Ça compte énormément et c'est finalement pas si cher demandé pour un podcast gratuit. Allez, tradition oblige, je vous propose ensemble tout de suite de découvrir un épisode de ce qui nous attend mardi prochain. Moi, à cette époque-là, je pensais que je vais faire la natation synchronisée, tu vois, je vais être la meilleure, je vais faire ci. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans ma bulle, en fait. Il n'y avait pas de... Oh, j'ai envie de passer du temps avec mes copines ce soir. Parce qu'en fait, mes copines, c'était mes copines de la piscine, en fait. J'étais avec mes copines tout le temps et j'avais pas besoin d'essayer de vouloir sortir ou de faire... Ouais, pas l'impression de passer à côté de quelque chose, quoi. Non, pas du tout. C'est la dernière année que j'ai craqué. C'était trop et j'avais plus trop d'intérêt. J'avais plus du tout l'envie d'aller à l'entraînement. Enfin, c'est dur, hein, parce que aussi ça te fait peur de te dire, j'ai fait ça toute ma vie. Enfin, j'avais quoi, 20 ans? Et c'était les seules choses que j'avais fait. En fait, j'allais à l'école et je m'entraînais. Donc c'est génial, hein, mais sauf que à un moment donné, t'arrives à 20 ans et t'as rien fait d'autre. Et du coup, ça fait peur de sortir de ta bulle. T'es un athlète de haut niveau et puis du jour au lendemain, tu vas devenir rien. Enfin, ce qui est après, l'inconnu en fait de ce qui est après, c'est aussi difficile parce que tu sauras jamais, enfin, tu sais pas, est-ce que je vais y arriver et tout. Et en fait, une fois que t'arrêtes, tu découvres que la vie, il y a plein de choses à faire et c'est génial. Quand tu t'entraînes pas 8 heures par jour, t'as le temps de faire plein de choses. J'ai décidé d'arrêter. Donc les Jeux Olympiques, c'était début août 2012, mais en fait au mois de juillet, avec l'équipe de France, on était venus en stage à Las Vegas. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai dit ok, l'année prochaine c'est fini. Et en fait, en étant ici, j'ai passé l'audition pour un des spectacles sur Las Vegas. Et en fait, j'ai été prise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. Et il y a ma fille qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait 2 hélicoptères sur Norme César qui se sont posés. De quoi? 2 hélicoptères. Ah, 2 hélicoptères. Ah oui, c'est qu'il se passe des choses ici. Il y a des hélicoptères qui se posent. D'accord. Dans ton collège? Ah, d'accord. Bon. Voilà, c'était le breaking news du jour. Les hélicoptères qui se sont posés dans la cour de l'école. En janvier. Et puis, attention, interruption. Bertie revient avec 3 filles. Bertie revient avec 3 personnes. Voilà, ça aussi, c'est très américain. C'est-à-dire qu'en France... c'était pas aussi open house. Voilà. Attends.
Oui. Fille, va à la merde alors. Oui, d'accord. Voilà, alors où j'en étais. Donc, on va y arriver, ça va être bien à monter, ça. Je pense qu'il y en a marre dans tous les sens.